Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission Un clic un jeu, encore une fois au festival Ludinor pour la 6e édition. Et cette fois-ci, je suis avec Frédéric Henry, auteur de Timeline qu'on vous a déjà présenté, bâtisseur et plein d'autres jeux. Comment vas-tu? Très bien, content d'être ici. Alors, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment ça se passe la création d'un jeu, de la genèse, on va dire, jusqu'à l'édition. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui, alors, est-ce que tu as des questions précises? Parce que de la genèse, on va dire que la genèse, pour moi, c'est beaucoup de temps avec un calepin dans les cafés, à noter mes idées, jusqu'à ce que je pense avoir une idée de thème ou de mécanique intéressante. Et beaucoup de développement, énormément d'idées qui se révèlent totalement inintéressantes en fait. Je dirais que je dois garder peut-être un centième du matériau initial. Et dès lors que j'ai quelque chose qui me semble vraiment intéressant et qui s'avère concluant au travers du temps, alors moi c'est un peu spécial, mais alors je m'accorde avec un éditeur pour la sortie et pour la forme que ça aura. Moi je fais des dépôts de noms notamment, donc je vends un jeu avec un nom. Et voilà. Je sais pas comment. Donc tu imposes le nom à l'éditeur en fait, c'est ça? Alors j'impose le nom à l'éditeur, oui, parce que alors ça je sais que ça me ferme des portes, mais parce que c'est un problème de protection d'IP. C'est la meilleure protection qui existe aujourd'hui. Donc je considère que voilà, c'est de l'IP, de la propriété intellectuelle. Et donc, oui, moi, les noms sont toujours imposés. C'est pas, et c'est contractuel. Du coup, tu te poses vraiment dans un café, tu observes les gens pour créer tes jeux. Qu'est-ce qui se passe? Ou c'est vraiment dans ta tête que tout se passe? Est-ce que tu t'inspires de ce qui t'entoure pour créer les jeux ou est-ce que tout vient de ta matière grise? Il y a beaucoup qui vient de la caféine. Il y a, en fait, moi, voilà, ce que je pense que le jeu de société, c'est un champ assez jeune encore. Trop, trop jeune pour qu'on commence déjà à avoir ces sources d'inspiration en interne. Donc moi je m'inspire beaucoup, j'ai touché à pas mal d'autres champs dans ma vie, donc la sociologie, les mathématiques, j'ai fait un peu de biologie, de physiologie d'activité. Et ce que j'aime faire, c'est récupérer des modèles ailleurs, qui existent ailleurs, pour en faire des mécanismes ludiques. Par exemple, le dernier exemple, là je suis en train de travailler sur un très très gros projet pour moi qui s'appelle Conan. Le cœur du jeu de Conan, c'est dérivé de ce qu'on appelle le cycle de Krebs. Je vais pas développer ici parce que c'est pas intéressant et que j'ai pas trop envie d'en parler, mais voilà, c'est où les bâtisseurs, par exemple, c'était avant tout un modèle qui s'appelle le modèle de la liquidité imparfaite. J'aime beaucoup prendre des modèles extérieurs pour en faire des mécanismes ludiques. Et je trouve qu'une grosse erreur, une erreur serait de déjà tourner en rond, c'est-à-dire avoir comme référent les productions qui sont internes au champ. Et ça, ça ne permettrait pas vraiment au champ. Quand je parle de champ, je parle de... C'est pas qu'un marché en fait. Quand je parle de champ, c'est au sens de Bourdieu, quoi. Ça permettrait pas donc au champ de croître, je dirais sereinement. Je pense qu'il y a déjà trop de likes en fait. Trop de likes dans le sens. Je trouve que le marché a déjà tendance à trop tourner en rond, et alors que paradoxalement, il est beaucoup trop jeune pour tourner en rond. Il y a tellement d'autres choses à faire, il y a tellement de sources d'inspiration à puiser dans ce qui existe dans les champs périphériques ou même extra-périphériques, par exemple dans les sciences dures, que je trouve ça un peu dommage, cette tendance à déjà commencer, je dirais, à regarder son propre nombril quand il y a tant de richesse à l'extérieur. Et parfois vraiment tout près, tout près, même par exemple le jeu vidéo. Voilà.
je ne sais pas quoi dire d'autre en fait. Ok, alors du coup, tu t'inspires des systèmes sociologiques, systèmes économiques pour créer des jeux. Du coup, on pourrait se servir de tes jeux pour enseigner certaines notions, ou tu penses que c'est trop restreint? Je sais pas, ce serait peut-être un peu ambitieux de dire ça. Mais en tout cas, je sais que, voilà, je sais pas si c'est unilatéral ou pas en fait. Mais je sais que c'est beaucoup plus, en tout cas, c'est très intéressant de faire venir, par exemple, euh, de faire venir l'économie vers le jeu pour certains types de jeux, mais pas seulement pour les types de jeux justement à l'allemande. C'est ça qui est intéressant parce que la gestion, par exemple, hein, la gestion de ressources, c'est quelque chose qui n'a pas à être enfermé au jeu à l'allemande. Le jeu, par exemple, le jeu l'Améritrage pur, c'est quelque chose qui peut parfaitement faire l'objet d'une gestion de ressources sans que les ressources soient simplement des ressources classiques, cubes en bois qu'on a dans le jeu à l'allemande. Ce que je veux dire, c'est que on oppose, désolé, hein, je vais faire une digression, mais on oppose trop souvent l'aléa du jeu Ameritrash à la relative absence d'aléa que tu as dans le jeu à l'allemande, alors que c'est pas l'opposition, elle n'a pas réellement lieu d'être. C'est simplement le rapport à l'aléa qui, dans un jeu Ameritrash par exemple, la qualité de la décision elle se juge ex ante, comme on dit, enfin avant, au moment de la décision, mais peu importe le résultat. Il y a l'input, la décision, l'output, le résultat. On s'en fiche de l'output. Alors que dans un jeu à l'allemande, l'output, le résultat de sa stratégie, il est directement corrélé donc à son score. C'est pas le cas dans un jeu allemand, dans un jeu Ameritrash. Dans un jeu Ameritrash, il y a la variance liée à l'aléa, mais c'est pas à ça, c'est à la décision c'est à la prise, au moment de la prise de décision. En gros, est-ce que l'espérance était bonne, que l'on peut qualifier un coup de bon ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, tout ça pour dire qu'on peut avoir de la gestion. L'aléa n'est pas l'ennemi de la gestion. On peut avoir finalement, disons que si on prend des modèles qui sont ceux de la finance, alors on est dans la prise de risque. Mais il y a des modèles économétriques colossaux qui sont donc des modèles en termes de gestion qui sont terriblement puissants et terriblement qui demandent des ressources, même des ressources intellectuelles très importantes pour en être mis en œuvre, qui s'adaptent parfaitement à l'Améritrage, puisque ce sont des modèles finalement de contrôle-pondération de l'aléa. Et donc, c'est pour ça que je déteste, il y a toujours un truc qui m'énerve dans cette opposition, parce que j'aime beaucoup l'Améritrage. Et c'est vrai que c'est toujours gênant de voir l'espèce de dédain teinté un peu d'intellectualisme de la part d'une partie, d'une frange, des joueurs germanophiles envers le jeu Ameritrash, alors qu'on peut tout à fait imaginer des arbitrages qui demandent un investissement intellectuel très très fort dans l'Ameritrash. Encore une fois, c'est juste un espèce de renversement de paradigme. C'est à partir de quand, à quoi on juge la qualité d'une décision. Pour moi, un jeu, ça pourrait presque se résumer à un ensemble d'arbitrages. Un jeu, c'est ça. Pour moi, un bon jeu, c'est un jeu où tu as des arbitrages qui sont relativement proches sans être égaux. Donc il faut réussir au fur et à mesure de la partie à faire les bons choix au bon moment et les choix qui s'avéreront peu à peu les plus rentables. Et finalement, dans la mesure de la variance du jeu, à la fin, on aura un scoring qui reflètera plus ou moins la qualité des décisions. Et ce d'autant plus que l'aléa est faible. Mais au final, peu importe, voilà, dans un Ameritrash, peu importe le score, l'important c'est la méthode. Parce qu'il y a une décorrélation quand même relative entre la méthode et le score. Mais donc, pour revenir au point initial, qui est cette question de est-ce que l'aléa, pourquoi est-ce que une frange des cubes en bois, comme on dit, conchit le jeu à l'américaine, pour moi, la réponse est simple, c'est simplement que cette frange refuse de voir que l'aléa peut tout à fait faire l'objet d'une gestion extrêmement poussée. Si on sort du champ donc, du jeu pour aller dans le champ de la finance,
Aujourd'hui, les financiers, entre guillemets, enfin les mathématiciens recrutés pour travailler dans la gestion du risque sont recrutés parmi l'élite justement des mathématiciens. Et donc c'est assez amusant de se dire que la matière grise, on va la chercher pour la gestion de l'aléa. Donc l'aléa, oui, on peut tout à fait imaginer de l'améritrage qui soit de l'améritrage extrêmement intelligent. Et donc l'opposition n'a pas lieu d'être. C'est simplement un renversement de où est le point au sens anglo-saxon, quoi. Est-ce qu'il est dans le scoring, dans le résultat final, dans l'output, ou est-ce qu'il est dans l'input, le moment de la décision, la qualité de l'arbitrage? Pour moi, un jeu, c'est une question d'arbitrage et de qualité d'arbitrage. Et voilà, je sais pas quoi. En fait, t'es un peu, je vais faire une comparaison un peu débile. Tu es un peu comme un cuisinier qui mélange des ingrédients et qui voit ce que ça donne, ou comme un peintre qui fait des essais pour des couleurs et qui voit si ça peut fonctionner correctement et si ça donne quelque chose de joli ou de bon à manger. Alors, en fait, là où je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que justement, enfin, je serais un peintre qui fait que du monochrome, si tu veux, ou un cuisinier qui prend jamais plus de 3 ingrédients, parce que il y a encore un autre truc, je pense, moi c'est vraiment mon approche du jeu, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui déteste ce que je fais, hein, c'est pas un problème. C'est que j'aime aller vraiment au plus simple. Pour moi un jeu, mais c'est vraiment pour moi encore une fois, hein, c'est très péremptoire de dire ça, mais c'est un mécanisme unique et tout... Putain, désolé de faire de l'anglicisme encore, mais c'est du spread out, quoi. Tout décline, tout part de ce mécanisme unique. Mais tu as vraiment un référentiel. Avec ce mécanisme unique, tu dois pouvoir résumer le jeu. En gros, un jeu, c'est un principe et des déclinaisons de ce principe. C'est même pas de l'habillage, c'est pas des choses en plus. C'est des choses qui... Ah putain, c'est vraiment débile ce que je vais dire, je suis désolé, mais c'est du sproading. Je sais pas, c'est un peu comme si tu fais des neurosciences, quoi. Tu vas voir... tu vas faire pousser à partir de ton soma des dendrites partout. Et ben voilà. Sauf que ton neurone, son cœur, son corps système, c'est son soma. Et ensuite, tu vas avoir de la plasticité, tu vas avoir tout un développement d'une arborescence même synaptique, mais qui n'existe que parce que le soma existe. Et qui est toujours... Et bien pour moi, un jeu, c'est plus ça. Un jeu, c'est un cœur système très fort, un principe très fort, et tout doit en découler. En gros, la compréhension du principe doit permettre de comprendre tout le reste sur un mode intuitif. Mais voilà, moi je suis très dans cette idée qu'un jeu peut se résumer à son principe. Et voilà, le reste ne fait je parlais de spread out, ne fait qu'en découler, mais n'est jamais qu'une version de ce principe. Mais voilà, pour moi, c'est l'intuition dans l'apprentissage est très importante. Donc, le référent initial doit être extrêmement fort et on ne doit surtout pas bricoler. Enfin, je veux dire, rajouter des éléments pour habiller un jeu, c'est fondamentalement qu'on a un problème avec le principe unique et c'est qu'il ne se suffit pas à lui-même. Voilà. Alors du coup, je vais rebondir sur l'habillage. Est-ce que l'illustration en fait partie de l'habillage? Est-ce que toi, tu accordes de l'importance? Est-ce que tu choisis l'illustration? Ou est-ce que ça se passe en plus tard? C'est les éditeurs qui ont un peu plus de choix que toi. Comment ça se passe vraiment? Maintenant, on va dire, tout est fait en collaboration. Par exemple, quand je suis avec Bombix, on choisit ensemble. Erwan, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec eux, c'est que Erwan va par exemple me proposer tout un catalogue d'illustrateurs et on va travailler ensemble, il va me dire ouais ça serait bien, on dit oui c'est vrai, lui mais peut-être que lui son trait est pas mieux, plus adapté à ça, etc. Donc c'est de plus en plus un travail conjoint. Je suis très loin de... Moi j'ai commencé avec Tilsit où vraiment je n'avais le choix de rien, c'était placer une mécanique et malheureusement ça s'arrêtait là. Aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus... c'est une collaboration vraiment de A à Z. C'est vraiment surtout sur les formats, tout est discuté, du moindre dessin au format, au prix, hein, même le prix de vente est discuté.
Mais quand je dis discuter, c'est pas disputer, c'est discuter dans le sens où on avance conjointement, c'est la congruence, la convergence. On n'est pas dans l'opposition, on est parfois dans l'opposition, hein, mais ça se passe toujours très bien. Justement, on se connaît assez bien aujourd'hui pour s'engueuler même parfois très très fort. Et boire des coups ensemble après, c'est pas un problème. Donc C'est la vraie collaboration. ouais, franchement, voilà, en tout cas avec Bombix ou avec Asmodée aussi, ou avec Space Cowboy, parce qu'on est amené à travailler plus ou moins ensemble. En fait, le monde du jeu, il a ceci de spécial que très souvent, tes collègues sont aussi tes amis. C'est un peu particulier. Voilà. Dès lors que tu commences à travailler avec les gens, tu as beaucoup d'affinités lectives. Enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui ont les référents culturels sont relativement proches. Le prisme à travers lequel tu vois le monde est relativement proche. Mais ça se ressent à travers d'autres. Enfin, ça se décline aussi à même presque en termes de goût esthétique, en termes de goût politique aussi. Hein, ça dépasse largement du cadre du jeu. Je dirais qu'on fonctionne en gros avec les mêmes schèmes de pensée. Et donc, voilà. C'est une adéquation qui se trouve dans le jeu, mais qui déborde largement simplement l'activité professionnelle. Et c'est aussi pour ça que, par contre, c'est plus facile dans l'activité professionnelle d'être en discussion. Parce que les frontières sont extrêmement poreuses dans le monde du jeu, on va dire. Même si c'est parfois presque problématique quand, par contre, tu es en conflit. Parce que voilà, faut jamais oublier que c'est aussi un business, par contre. C'est très, très important. Beaucoup de gens ont tendance à oublier qu'on fait du produit culturel et que dans un produit culturel, il y a aussi une dimension produit qui est extrêmement importante parce que le marché se développe beaucoup et qu'il ne faut pas se leurrer. Enfin, c'est important de garder les pieds sur terre et la tête froide et de ne pas oublier que les sommes en jeu croissent et qu'on ne fait pas que ce n'est pas que du gratuit dans le sens noble du terme. J'aime pas trop cette idée, l'espèce de représentation qui consiste à dire ouais, c'est cool, on fait tout, on travaille pour le plaisir, etc. etc. Je pense que les auteurs doivent se professionnaliser. Se professionnaliser, ça implique aussi de ne pas tout accepter, de faire attention même à l'aspect contractuel des choses. Ça, c'est un truc on est dans un moment où le monde du jeu est en train ce que j'appelle son adolescence. Au niveau des éditeurs, c'est qu'il y a beaucoup de rapprochements, beaucoup d'absorption, de croissance externe plus qu'organique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rachats qui se font dans ce milieu. Voilà, par exemple, on a vu Philo racheter Z-Man il y a 2 ans, mais il y a beaucoup de rapprochements qui se font, des prises de participation croisées. Enfin, il y a vraiment, c'est intéressant de regarder même en termes de réseau comment se montent les boîtes. On voit très bien des galaxies se dessiner autour d'un certain nombre de distributeurs et chacun a sa galaxie d'éditeurs autour de lui et qui sont exclusifs. Il y a très 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 peu d'éditeurs qui sont en fonction de leurs produits distribués par tel ou tel distributeur, dont pourtant c'est la spécialité. Enfin, on peut imaginer un éditeur qui a des jeux, qui fait du jeu core et du jeu pour enfants, qui placerait ses jeux pour enfants chez tel distributeur parce qu'il est plus performant et ses jeux core chez tel autre parce qu'il est plus performant sur ce secteur. C'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vraiment des distributeurs et leur galaxie d'éditeurs. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, on fait du produit culturel, donc il y a un aspect produit, donc c'est-à-dire qu'il y a aussi un aspect marché et qu'on est quand même en concurrence. Là, à Cannes, on parlait de 900 nouveaux produits cette année. Faut pas se leurrer. Quand il y a 900 nouveaux produits, c'est-à-dire qu'on est là, on est quand même vraiment dans une période de surproduction. Et donc, ça implique de la concurrence. C'est qu'on m'a beaucoup reproché, par exemple, la communication qui avait été faite autour des bâtisseurs. J'accepte complètement le reproche, mais en contrepartie, il faut quand même accepter le fait que dans un monde où tu as 900, l'année prochaine peut-être 1000, 1200, ça sera capé au bout d'un moment, jeux qui sortent, c'est-à-dire plusieurs par jour, si tu n'es pas vu, tu n'existes pas. Et si tu n'es pas vu très rapidement, tu n'existes plus.
Moi, je ne peux pas accepter de travailler 6 mois sur un truc, ou parfois plus. Là, j'ai des projets vraiment très lourds, et où je m'investis très 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 lourdement financièrement pour les voir disparaître au bout d'un mois des rayons. Je fais des... C'est évident, je fais des jeux par plaisir, mais aussi j'en vis, et je dois en vivre. Et donc, c'est important, je suis vraiment désolé de dire ça, mais c'est important que mes jeux se vendent, parce que, comme dit Fall aussi, quand on lui parle du fait que Trick Track est aussi une entreprise, il ne mange pas des boîtes en carton. Donc moi, les jeux, c'est pas pour les manger. Je suis très très content de faire des jeux. J'ai pris des très très gros risques pour faire des jeux. Je veux dire, j'ai tout plaqué à côté. J'ai fait des emprunts qui étaient colossaux. Moi, j'ai vécu pendant 10 ans avec 800 € par mois. Avec 800 € par mois, imagine la difficulté. J'ai dû faire un emprunt de 19 000 €. J'ai galéré. Je suis allé voir des banques et des banques. J'ai dû faire jouer mes banquiers à mes protos pour qu'ils me prêtent de l'argent. Il y a des scènes, je me souviens de scènes ubuesques auprès de la banque, où, par exemple, je m'en fous, on va citer les noms, Cofidis refusait de me prêter de l'argent, une somme qu'il m'aurait prêtée si j'avais acheté une voiture. Mais pour investir, non, c'était hors de question de faire un investissement qui se révèle être un investissement, qui était de toute façon un investissement productif. Mais parce que ma télé ou ma voiture, j'aurais pu facilement la revendre. Non, j'ai vraiment eu une période de galère. Il y a un mec qui m'a vraiment aidé, c'est le patron d'Asmodée, c'est Marc Munez, qui s'est révélé être un mec exceptionnel. Et c'est clair que ça a changé ma vie, et je lui dois tout. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment galéré longtemps. Mais quand je dis galéré, c'est vraiment galéré. Je roulais en poubelle, j'ai jamais acheté une voiture de plus de 500 €, une voiture. Et donc, bien sûr que j'ai pris des risques importants, et donc, mais j'ai toujours été conscient justement de cet aspect. J'ai toujours eu cette volonté de me professionnaliser, de pouvoir en vivre. Mais ça implique aussi de faire des compromis, et je ne peux pas ne faire que me faire plaisir. Et donc voilà, tout ce qui m'a été reproché sur les bâtisseurs, par exemple, notamment sa simplicité. Je suis désolé, mais sa simplicité, c'est calculé. C'est parce que clairement, dans ma tête, je sais que je dois commencer par ça pour ensuite incrémenter les choses, mais que si j'avais commencé par quelque chose de tout de suite trop corps, alors je fermais toute possibilité derrière de développer le truc. Moi, j'essaie de raisonner à 5 ans, en fait. J'essaie de pas me... Il y a trop de produits, trop de jeux pour que je puisse me permettre de raisonner au coup par coup. Là, il y a certains... Et du coup, je peux me faire plaisir aussi sur des trucs, là, en ce moment, je suis en train de me faire plaisir sur des trucs plus corps, mais parce que je sais qu'à côté, j'ai des trucs qui sont plus pérennes. Et la pérennité, moi, ce que je recherche aujourd'hui, c'est vraiment la pérennité sur certains jeux, une certaine assise qui puisse me permettre de prendre des risques ailleurs. Parce que je sais très bien que la durée de vie d'un jeu, elle est de plus en plus faible aujourd'hui. Les ventes moyennes d'un jeu sont de plus en plus faibles, alors que paradoxalement, le marché augmente, mais dans des proportions assez fortes. Là, je pense qu'on peut parler de 7% par an. 7% par an, c'est... quand on parle d'une croissance du PIB de 0,1%, c'est colossal. Si tu regardes par rapport à la moyenne de l'activité française, c'est absolument colossal. Sauf que le nombre de sorties, lui, croît bien plus que 7%. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème, mais c'est paradoxal. C'est ça le problème quand tu es un installé. Et quand tu fais déjà, quand tu es rentré, l'in et l'out, quoi. Quand tu es à l'intérieur, c'est un problème. Mais c'est aussi parce qu'il y a cette croissance-là que moi, j'ai pu rentrer. Donc, en fait, je ne veux pas avoir le discours du mec arrivé. Parce que un, tu n'es jamais vraiment arrivé. Tu es toujours remis en question. Deux, sans trop de jeux, moi j'aurais pas pu rentrer. C'est aussi ce qui m'a permis de rentrer. Donc j'ai un rapport assez ambivalent au trop de jeux. Je trouve qu'il y a trop de jeux, mais je sais que je trouve qu'il y a trop de jeux parce que je vis du jeu. Et que c'est quelque part un aspect extrêmement protectionniste. Donc je me leurre pas sur le pourquoi de ma pensée aujourd'hui. J'étais bien content il y a encore 5 ans qu'il y ait trop de jeux. Voilà. Je sais plus pourquoi je dis ça. Merci beaucoup pour ta vision, c'était vraiment très intéressant le côté je cherche à en vivre, je cherche à développer les choses, je cherche
à faire de la com. Pourquoi tu as fait autant de com sur Bâtisseur? C'est vraiment super intéressant. Après, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup trop de jeux qui sortent, je trouve. Voilà, mais encore une fois, hein, ce que je te dis, c'est que j'accepte tout à fait la critique du trop, parce que j'en suis complètement conscient. Mais quand je parlais de compromis, et c'est toujours quelle est la frontière entre le compromis et la compromission, c'est qu'effectivement, j'ai besoin, là, sur les bâtisseurs, parce que je veux installer une certaine pérennité, il y a deux choses qui étaient fondamentales. Un, la simplicité extrême de l'opus initial, deux, en parler. Mais je trouve pas que ça a été malsain. Enfin, en parler, je veux dire, il y a quand même 500 personnes qui ont eu l'occasion de jouer au jeu avant sa sortie. Je veux dire, on n'a jamais mis un couteau sous la gorge, de qui que ce soit pour l'obliger à jouer au jeu. Je veux dire, les premières... oui, alors, par exemple, il y a eu des notes pas forcément très bonnes qui sont arrivées avant même la sortie du jeu. J'ai jamais appelé quelqu'un pour dire hey, là tu me retires ta note, ça me va pas. Ça c'est voilà, j'ai jamais eu ce procédé-là. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, j'ai commencé à apprendre. Je commence à apprendre le fait que tu peux pas plaire à tout le monde. Je commence à voilà, j'ai des discussions. Même parfois, voilà, il m'arrive de discuter, d'argumenter sur le pourquoi je pense qu'il faut faire les choses comme ça et pourquoi je sais que ce n'est pas encore, le jeu n'est pas forcément n'est pas idéal tel qu'il est, mais s'il n'était pas comme ça, le jeu idéal ne sortirait jamais. Enfin, c'est vraiment, mais voilà, il y a toute une dimension qui est une dimension économique qui a trop tendance, je trouve, à être tue, être mise, à être cachée quelque part, au profit de représentations purement idéales voilà, qui sont du domaine de la culture gratuite, de la culture pour la culture. Sauf que ces jeux-là n'existeraient pas sans, entre guillemets, la part d'ombre, c'est-à-dire l'aspect économique des choses. Et voilà, donc je sais que voilà, parfois on me voit un peu comme un mercenaire parce que je décline beaucoup. Voilà, c'est vrai que je fais de la gamme plus que du jeu, par exemple. Oui, je vais pas dire non. Oui, j'ai un côté. Je suis pas un mercenaire. Je trouve que je suis pas un mercenaire dans le sens où, voilà, moi, je travaille avec certaines personnes que je ne trahirai jamais pour de l'argent, parce que voilà, aujourd'hui, je travaille avec des amis. Et puis je leur dois, je sais ce que je dois et je sais ce que je dois à qui. Mais par contre, évidemment, je fais extrêmement attention à la part économique. Je suis quelqu'un d'extrêmement chiant sur les contrats, par exemple. C'est une horreur. Je veux dire, je sais très bien qu'il y a des personnes avec qui je m'entends très bien, mais avec qui je ne pourrais jamais travailler. Voilà, c'est un espèce d'accord tacite. On ne travaillera jamais ensemble parce que par exemple, voilà, je suis trop cher. Ah, je suis trop cher parce que je demande des droits d'auteur qui sont assez élevés. Et donc, voilà, il y a des gens avec qui on ne travaillera jamais, mais à qui on s'entend très bien. Avec qui on est potes, mais avec qui on ne travaillera jamais. Voilà, c'est tout. Alors juste par pure curiosité, est-ce que tu peux me donner une fourchette à peu près de droits d'auteur? À quoi ça correspond vraiment? Est-ce que c'est par boîte vendue? Est-ce que c'est un cachet que tu demandes au début? En gros, à quoi ça correspond? Alors, il y a un truc... je pense que c'est un peu con encore ce que je veux dire. Je pense qu'un auteur doit toujours demander une avance, mais j'en demande jamais justement parce qu'aujourd'hui je ne travaille qu'avec des gens que je connais très bien. Donc l'avance, c'est pas un problème de ressources pour l'auteur, c'est un problème d'engagement pour l'éditeur. C'est-à-dire que si l'éditeur claque, je sais pas moi, 1000, 2000, 3000, 4000 euros, quelque part, il commence vraiment à s'investir financièrement et donc a intérêt à sortir le jeu. Parce que c'est terrible, enfin une position qui est terrible, c'est d'avoir un proto bloqué contractuellement pendant 1 an et demi chez un éditeur qui finalement ne sortira jamais. C'est toujours un peu dommage. Donc l'avance, pour moi, la fonction de l'avance, c'est vraiment ça. C'est montrer que, de la part de l'éditeur qu'il s'engage, qu'il est prêt à déjà mettre de l'argent sur le proto. Donc là, moi, si j'en demande plus, c'est parce que je sais que je suis suffisamment impliqué dans le développement des jeux aujourd'hui pour savoir que le jeu sortira et de comment il sortira. Ensuite, si on parle de pourcentage, aujourd'hui, moi, j'ai des pourcentages sur le chiffre d'affaires de l'éditeur.
sur le chiffre d'affaires, sur le chiffre d'affaires de l'éditeur ou distributeur. Et de l'ordre d'idée, moi j'ai aucun. Voilà, je peux te dire, déjà je refuse. Moi je demande tout le temps au moins, ça va paraître beaucoup, hein, je suis désolé, mais au moins 10%. C'est en dessous, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que c'est pas. Je considère que. Après, faut vivre, c'est ton métier, c'est normal. Donc ouais, c'est 10%, ça peut paraître élevé. Mais je pense que les éditeurs doivent aussi apprendre que derrière il y a un travail et que c'est cher et que ça demande du temps et que c'est extrêmement. Il y a beaucoup d'aléas aussi dans la réussite d'un jeu et que ce qu'on ne voit pas dans le temps de travail autour d'un jeu, c'est que c'est la moyenne. En fait, on raisonne toujours, souvent on se dit tiens, tel jeu, j'ai mis tant de temps à le faire. Mais on oublie en amont la totalité des idées qui ne sont jamais allées jusqu'à devenir un jeu. C'est-à-dire que moi, ma journée classique, je veux dire, je ne fais que ça. Je passe beaucoup de temps à ça. Et la plupart de ce que je fais, je le jette. Je le jette parce que c'est inintéressant, tout simplement. Mais ce temps-là, il fait partie du temps global dans ma vie que j'ai consacré au jeu. Et finalement, les projets sortis, ils n'auraient pas existé sans trier le grain de livret, quoi. Enfin, je vais dire, vraiment, je suis fort en conneries. Le chercheur d'or, la valeur de ce qu'il trouve, son temps de travail, c'est la plupart du temps. Le chercheur d'or, notamment le chercheur d'or qui serait salarié, c'est du temps à tamiser de la boue, ok. Et parfois, dans les kilos et les kilos et les jours et les jours et les jours où tu tamises de la boue, tu trouves de l'or. Sauf que ce temps-là, il est payé aussi. Et c'est ce que ne voient pas la plupart des gens, dire « Ah, mais ça, c'est une idée toute bête, etc. » Ah ouais, mais cette idée toute bête, c'est la suite logique d'un ensemble d'idées encore plus qui sont, elles, stupides, mais qui étaient nécessaires pour arriver à ce processus. Enfin, c'est un processus. C'est jamais... et vraiment, ce qu'on arrive, l'output, encore une fois, le dernier, le truc qui sort à la fin, ce n'est jamais que le résultat d'un processus qui a vu de la déperdition, pour ne garder que ce qui est éditable. Sauf que cette déperdition, c'est du temps, et c'est de la dépense, de temps, mais de la dépense d'argent aussi, parce que moi je sais que c'est des dépenses en termes de proto. Être auteur, c'est aussi faire du réseau. Moi je sais que j'avais besoin de travailler avec FFG, j'ai claqué beaucoup pour aller à la Gen Con 2009, 2010, 2011, à une époque où je gagnais vraiment très mal ma vie, surtout 2009. Mais parce que je sais que c'était nécessaire. Ce sont des investissements. Le réseau, par exemple, c'est moche, mais c'est important. Parce que je pense qu'il y a énormément de pépites ludiques qui dorment dans les armoires ou qui passent directement, c'est un peu genre, mais qui ne seront jamais ouverts par un éditeur parce que l'auteur n'aura pas eu la chance de pousser la porte de l'éditeur. Et là, qui n'a rien à voir avec un quelconque talent, l'une des armes d'un auteur établi, c'est son réseau. C'est le fait que pour présenter un jeu, tu prends ton téléphone et tu dis tiens, j'ai un truc, ça t'intéresse de se voir. C'est même plus pernicieux que ça. C'est tiens, j'ai un truc, justement, tu vois, là on est ensemble parce qu'on est en train de regarder un film au cinéma ensemble et tiens, au fait, j'ai un truc dans mon coffre. Et donc, voilà, il y a beaucoup d'injustice en fait. Mais c'est aussi la réalité du truc. C'est que les qualités intrinsèques d'un jeu n'en assurent pas son succès. Et ça, il faut en être conscient aussi. C'est pas... Il y a relativement peu d'équité. Je pense que c'est pareil, il y a beaucoup d'auteurs qui... je ne parle pas spécialement de français, hein, mais qui se surévaluent et qui
qui distinguent mal la part de leur talent et la part de leur réseau dans leur réussite. C'est important. Ça marche. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Donc c'était un clic un jeu au Festival Ludinor. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!